Bonjour à toutes et à tous, c'est François-Xavier Boulet Ça. Et Floriane. pour On en parle à Taïwan avec, vous avez l'habitude, chaque dimanche, ce sont des sujets qui défraient la chronique à Taïwan et des sujets variés. Et aujourd'hui, on commence par Un festival explosif, même deux d'ailleurs. festival explosif. Waouh, même deux. Ouais. 2 pour le prix d'un, et c'est sans doute lié à la fin des festivités lunaires. Exactement. Alors de mon côté, ce sera peut-être un peu une exception, puisque dans On en parle à Taïwan, je vais plutôt parler de ce dont on ne parle pas à Taïwan, C'est pas mal ça. qui ne défraie pas la chronique dans les médias, mais plutôt sur les réseaux sociaux. D'accord. En fait, je vais revenir sur un incendie suspect dans une zone humide près de Zhepen, dans le comté de Taidong, et sur une hypothèse concernant son déclenchement. D'accord, alors moi je vous amènerai encore plus loin puisqu'on ira jusqu'à Vienne, en Oula. Autriche. Et quel est le lien avec Taïwan ? Alors le lien avec Taïwan, et on en parle à Taïwan, Est-ce C'est que c'est que- un lien choral? non. La Ah. Commission nationale des sciences et technologies est allée à Vienne il y a 2 semaines maintenant, presque, une dizaine de jours en fait, pour recevoir son prix prestigieux du projet Zéro. On en parle tout à l'heure. Le Voilà. suspense est à son comble. Mais on va commencer par ce qui est explosif, non, Eh oui. Floriane ? Oui. Et bien justement, on va commencer aussi par une question. Vous savez donc qu'il y a plusieurs célébrations, plusieurs festivités autour du Festival des Lanternes qui a lieu 15 jours après le Nouvel An lunaire, donc à la première pleine lune, c'était mardi. Et il y a certains endroits où ce festival est fêté avec des pétards. Et en fait, cette année, près de 50 personnes ont été blessées lors des événements folkloriques liés à ces célébrations dans 2 festivals différents. Est-ce que vous pouvez deviner lesquels ? Celui de Yanshui près de Tainan, je pense, qui Oui. est très Ça, connu. c'est le plus connu même internationalement. Et Ouais. tous les ans, il fait des blessés, en effet. Et l'autre, c'est pas à Taidong. Oui, c'est effectivement à Taidong. Mais en fait, je me demande si le Festival des Lanternes ne devrait pas être rebaptisé en Festival des Pétards. Parce que même à côté de chez moi, ils ferment la rue pendant toute la journée. Pour pétarder. mais alors vraiment, je pense que c'est vraiment à un niveau, vous pouvez pas vous imaginer, parce que le soir, dans au moins 4 ou 5 endroits du quartier, Oui. il y a des montagnes de cartons avec des restes de pétards qui sont balayés comme si les pétards recouvraient la route comme la neige, en fait. Ouais, c'est ça, C'est c'est- incroyable. C'est vraiment incroyable. C'est moins joli que la neige. C'est tout rose. C'est vrai. Ça sent mauvais aussi. Et puis, Oui, ouais. ça pollue pas mal. Puis au niveau ça du... fait du bruit. Ouais, c'est l'horreur. Et ça blesse des gens, tu disais. Et ça blesse des gens, justement. Donc, à Yanshui, qui est un festival très connu, justement, pour tous les pétards, malgré les consignes d'équipement qui sont très précises, avec des vêtements épais en coton, un casque de moto, un masque en dessous pour respirer, des gants, des écharpes, des chaussures particulières. Enfin, voilà, c'est vraiment écrit en ligne et dit et redit sur comment bien se protéger. En fait, il faut y aller comme un cosmonaute. C'est ça. C'est à peu près ça, oui. Et bien, malgré tout, cette année, il y a 36 personnes au total qui ont été blessées, Waouh. dont 6 à la suite de chutes. Et les 30 autres, c'était après avoir été touchés par des salves denses de fusées artisanales. Donc des brûlures, quoi. C'est ça, ouais. Et en fait, ce sont des pétards qui rappellent des essaims d'abeilles sortant d'une ruche, parce que c'est le festival qui s'appelle Yanshui Feng Pao, et le Feng, c'est l'abeille. Donc, en anglais, ils l'appellent aussi le Beehive Festival. Et donc, en fait, voilà, il y a beaucoup de personnes qui ont été brûlées, dont une notamment pour des blessures au cou et aux doigts. Et c'est assez grave, quoi. Et malgré tout, en fait, c'est un festival qui a énormément de succès, qui débute au temple Wu de Yanshui, et puis qui se divise en plusieurs itinéraires qui couvrent différentes zones, avec environ 200 séries de pétards qui attendent les participants tout le long du parcours. Et les gens vont se jeter en dessous parce que on pense que ça aide à éloigner la malchance, le malheur, et d'être touché par un pétard symbolise l'arrivée des bénédictions pour l'année à venir. Ah oui, carrément. Et c'est sur, voilà, tu disais un parcours bien précis. C'est sur plusieurs jours aussi, non ? On répète aussi ça sur- en ouais. plusieurs parades. Ouais, c'est ça. Mhm. Ouais. Et à Taidong aussi, en fait, à Taidong, c'est ils appellent ça le bombardement du maître Handan. Oui. Jia Handan Ye en chinois, donc c'est vraiment Jia, c'est bombardé. Et là, il y a 11 personnes qui ont été transportées à l'hôpital de Taidong le mardi, donc le jour des célébrations principales. J'imagine que les ambulances, elles sont postées à côté du festival, en fait. Oui, il y a des pompiers tout le long aussi, mais ça ne Ouais. suffit pas. Ouais. Et en fait, pourquoi il y a ce festival où il faut bombarder
les gens vont se faire bombarder. Et ben, il y a plusieurs légendes, en fait. Donc, pendant ce festival, il y a le bombardement de Handan. Handan, c'est le nom d'une divinité. Oui. Et il y a des hommes qui sont torse nu, qui incarnent la divinité taoïste et qui défilent dans les rues debout sur une chaise à porteur, torse nu, pendant que des spectateurs leur lancent des pétards allumés dessus directement. Voilà. Ah oui, oula. C'est pour protéger la divinité qui, selon la légende, je crois, la plus répandue, a peur du froid. Donc, il faut la réchauffer avec un coup de pétard. Voilà, c'est quand même impressionnant comme origine. Alors, il y a différentes légendes, effectivement. C'est Il y en vrai. a une qui dit que le seigneur Handan, en fait, c'est Zhao Gongmin, le dieu de la richesse, et il doit être accueilli par des marchands, et donc les pétards servent à l'accueillir. Une autre légende raconte que c'était un tyran local. Il reçoit ses pétards pour expier de ses péchés. Ça, c'est plus plausible. Voilà. Et une troisième Explosible. variante aussi dit que c'est une sorte de dieu de la peste, et donc il doit être chassé par des pétards. Et en fait, pour la petite histoire, c'est une tradition qui a commencé à Taidong dans les années 1950. Et à la base, c'était très lié à la culture locale des gangs. Et Handan était aussi surnommé le dieu des gangsters. D'accord. Parce qu'en fait, les gardiens des temples, les fidèles ou les personnes qui incarnaient Handan avaient des liens avec le crime organisé. Les processions passaient par des lieux de divertissement, donc des théâtres ou bien des salons de thé. Il y avait probablement de la prostitution aussi autour de ça. Donc c'était très lié au monde souterrain. Et puis les participants qui se portaient volontaires pour être bombardés de pétards voyaient ça soit comme un acte de pénitence, soit comme un moyen de prouver leur courage et de gagner en estime auprès peut-être du patron ou de qui que ce soit. Et puis, il y avait aussi des paris et des enveloppes rouges. Donc, les participants, en fait, qui osaient accepter d'être bombardés par des pétards plus forts, pouvaient peut-être gagner plus d'argent comme ça. D'accord. Et ça a mené, en fait, à l'interdiction par le gouvernement de continuer ce festival dans les années 70, parce qu'il y avait de plus en plus de blessés et puis d'échanges d'enveloppes rouges. Et donc... le festival a pu rouvrir quelques années plus tard quand les organisateurs se sont engagés d'une part à ne plus accepter d'enveloppes rouges, ne plus faire de paris, et puis ne plus utiliser certains types de pétards, notamment des grappes qui sont attachées à un bambou et qui peuvent être maintenues tout près du corps de la personne. C'est pas juste jeté vers elle, mais c'est maintenu là pendant plus longtemps du coup. Et donc comme ça, le festival a pu reprendre. Et en même temps, cette année, il y a quand même eu 11 personnes qui ont été transportées à l'hôpital. Oui. Donc, c'est pas totalement sécuritaire comme approche. Bon, 6 ont pu quitter l'hôpital rapidement après avoir été soignés pour des brûlures légères. Mais une a souffert de brûlures au premier degré sur 35% de son corps. Wow. Donc, probablement, c'était quelqu'un qui incarnait cette divinité qui était Sans torse doute. nu. Et donc, elle a été transférée à un autre hôpital à Taichung où elle habite. Donc, voilà, là, c'est Faut avoir une bonne peu assurance, en plus- tout cas. Ouais. Et dans les blessés tous les ans, je ne sais pas s'il y a une liste à ce niveau-là aussi, il y en a qui souffrent de suffocation à cause des fumées de pétards et ça fait qu'ils n'arrivent plus du tout à respirer, quoi. Et du coup, les poumons en prennent un sacré coup, c'est vrai. En tout cas, merci pour ces explications parce que je connaissais le festival de Yanshui, mais je connaissais pas celui de Taidong. Et qui est assez spécial quand même. Alors, vous pouvez voir quelques photos d'ailleurs sur la page Facebook où Valentin a publié un article avec pas mal de photos et c'est vrai que c'est impressionnant. Et si vous y êtes dans la région, en fait, c'est aussi répété à plusieurs reprises. Donc, il y a 20 processions entre le 26 février et le 7 mars. Donc, il y a vraiment l'occasion de voir ou d'expérimenter à la distance à laquelle chacun est confortable. Et je crois qu'il y a aussi une vidéo sur la chaîne YouTube qui illustre ça, donc, parce que les photos, c'est impressionnant, mais on ne se rend pas compte avec la fumée puis le bruit des pétards qu'on peut retrouver en vidéo. Voilà. Rendez-vous sur notre chaîne YouTube. Exactement. Alors, Fix, moi, je veux savoir de quoi il s'agit. Alors, le projet Zéro. Alors, c'est pas le projet de zéro pétard, et ça n'a rien à voir avec Taïwan au point de départ. C'est-à-dire, je le disais dans l'introduction, c'est une initiative qui a vu le jour en Autriche en 2008. Et c'était pour aider au niveau international à faire une meilleure application de la Convention des Nations Unies qui est relative aux droits des personnes handicapées. Il y a une conférence Project Zero, donc le Zéro Projet, qui a été établie
à Vienne en 2008 et qui est devenu chaque année maintenant le lieu de rencontre mondial, au départ inédit, puis maintenant presque unique, pour essayer de mettre en lumière toutes les initiatives qui vont de manière inclusive apporter soit réconfort, soit un meilleur accès aux personnes qui sont à mobilité réduite ou qui ont, quel que soit le type de handicap, en fait, avoir un meilleur accès. Et ça peut être dans tous les domaines précis. Ça peut être scientifique, ça peut être environnemental, ça peut être dans la vie de tous les jours, et c'est souvent dans l'application de la vie de tous les jours du reste. Et donc il y a une conférence qui réunit des experts de plusieurs pays qui discutent de ce qui peut être amélioré, qui présente ce qui est fait. Et puis après, depuis 2011, il y a une sorte de concours qui a été organisé pour récompenser justement les meilleures initiatives. Alors si on en parle là, c'est parce que Taïwan est allé récupérer son prix par, je le disais dans l'intro, c'est la Commission nationale des sciences et technologies qui a décroché un prix à l'édition 2026. Et plus précisément, c'est le Centre de réduction des risques des catastrophes, qui est sous l'égide de la Commission des sciences et technologies, qui a remporté le prix de cette année pour la mise en place d'un système d'évaluation qui se veut inclusif dans les évacuations et les abris en cas de catastrophe. Alors, ce n'est pas quelque chose de nouveau, parce que pour être primé, il faut que l'initiative, non seulement elle existe sur le papier, mais qu'elle soit déjà mise en place. Donc, ça a été fait en 2020. Et maintenant, il y a 22 villes et comtés de Taïwan, c'est-à-dire l'ensemble du territoire, qui recourent à ce système-là, un système d'évaluation inclusif des évacuations et des abris, y compris pour les personnes en situation de handicap, qui fait qu'il y a 27 000 cas de figure et propositions qui sont faites dans les quartiers, villages, villes également et mégapoles de Taïwan en cas de catastrophe. Sur cette plateforme, c'est en fait un site internet qui est prévu pour rassembler tout cela. Alors pourquoi c'est inclusif ? Parce que ça regroupe et intègre en fait des données massives. C'est chapeauté par le gouvernement puisque c'est une commission nationale des sciences et technologies, mais sur 10 ensembles de données qui incluent les données de la météorologie, ça peut être des catastrophes naturelles, donc séismes ou typhons, des données sur les registres de recensement, des données sur la protection sociale, donc ça permet à chaque chef de quartier, de village ou responsables locaux de savoir aussi sous leur responsabilité ou circonscription qui a besoin d'une aide à cause d'une situation de handicap, par exemple. Alors, l'évaluation des évacuations et des abris, si c'est inclusif, c'est aussi une approche qui se veut proactive, centrée sur l'humain et pas que lister les lieux où on peut se mettre aux abris, quoi. Mais vraiment un abri qui soit adapté aux personnes en situation de handicap physique, mental aussi, puisque certaines risquent de paniquer en cas de catastrophe. Et du coup, c'est pas qu'une question de est-ce que je peux ou pas prendre un escalier pour me mettre en sous-sol, par exemple, en cas d'attaque aérienne. Est-ce que je peux monter sur le toit en cas d'inondation ? On l'a vu à Guangzhou, par exemple, ça à quoi je pour pensais les depuis tout situations à l'heure. inclusives ou Ouais. pas. Comment aider ces personnes-là ? L'idée, c'est justement, centré sur l'humain, de trouver des équipes qui vont aider les personnes, soit à les brancarder, si elles ne peuvent pas monter par elles-mêmes, soit en tout cas à ne pas rester isolées toutes seules dans leur coin, parce que même en situation de catastrophe, elles ne peuvent pas arriver à être évacuées. Voilà, donc c'est un peu dans ce sens-là. Le système, oui, il n'est pas parfait, mais il propose cela de nouveau, qui se veut de plus en plus inclusif et faciliter les accès ou l'entraide, pour arriver à planifier les ressources spécifiques, donc les besoins des personnes, encore une fois celles qui sont soit alitées, soit qui ne peuvent pas bouger par elles-mêmes, se mouvoir par elles-mêmes, pour aussi inclure des toilettes accessibles dans les zones d'abri ou d'évacuation, parce que les abris, parfois, il faut prévoir d'y rester plus qu'une nuit ou plus qu'un moment, quoi. Et ça, c'est pas qu'en cas de conflit ou de guerre, ça peut être aussi en cas, encore une fois, d'un séisme où on peut être bloqué plusieurs heures en sous-sol. Et du coup, il faut que tout soit pensé pour les personnes qui ont besoin aussi d'une mobilité soit réduite, soit adaptée à leurs besoins. Pareil pour les aliments. Les personnes parce que les aliments en cas de survie, par exemple, ils ne conviennent pas à tout le monde en cas d'allergie ou en cas de maladie. Et de plus en plus, Taïwan est confronté aux soins de longue durée.
Donc des personnes qui ont des maladies rénales chroniques, qui ne peuvent pas manger n'importe quoi non plus, ils veulent essayer de trouver des ressources adaptées et spécifiques, y compris dans les lieux d'abri et les refuges, jusqu'à l'alimentation en fait. Donc je trouve ça pas mal en effet comme formule. Et je ne suis pas le seul, parce que s'ils ont eu un prix, c'est que, c'est que sans doute ça vaut le coup. Voilà, donc encore une fois, on disait, ça a été adopté à l'échelle nationale. Donc pas une approche seulement centralisée, mais décentralisée, ce qui est un point aussi supplémentaire pour ce projet zéro, parce que ça évalue la faisabilité et l'application d'une méthode à une échelle massive, quoi. Parce que concrètement, est-ce que tout ça c'est déjà en place ou est-ce que c'est juste un idéal de on aimerait faire ça? À Taïwan, c'est déjà en cours et c'est déjà appliqué dans les 22 villes et comtés, mais est-ce que c'est appliqué dans chaque quartier? Ça, je ne sais pas, c'est en cours. Parce que ça a été proposé en 2020 et là, on est en 2026. Donc, depuis 2024, toutes les villes et comtés recourent à cette approche inclusive, mais ça reste progressif, donc ce n'est pas encore partout à 100% appliqué. Oui, parce qu'avec les inondations à Guangzhou, justement, on sait que une partie de la population a eu l'ordre d'évacuer verticalement, c'est-à-dire de se mettre sur le toit de sa maison. Oui. Et que c'est justement les personnes qui ne pouvaient pas le faire physiquement, voilà, souvent qui se sont retrouvées... Ça montre qu'on peut encore faire mieux, qu'on doit faire mieux. Ouais. Et c'est vrai que, bon là, on prend l'exemple de Guangzhou parce que c'est celui qui marque le plus à Taïwan. Et ça montre qu'il y a beaucoup de défauts encore. Mais ce système-là a été déjà consulté et utilisé plus de 27 000 fois en fonction des scénarios à Taïwan. Voilà, donc ça montre que c'est encore utilisé 27 000 fois dans plus de 7 700 quartiers, villages et villes. Mais c'est pas facile parce qu'il y a tellement de cas de figures différents que pour tout prévoir, il y a le type de catastrophe différent, il y a le type d'handicap différent, c'est vraiment complexe. Et on ne peut pas faire au cas par cas sur 23 millions d'habitants selon les besoins, mais c'est quand même de plus en plus inclusif, donc ça valait le coup d'en parler, je trouve. Et ce prix-là, de 2026, c'est le deuxième que la Commission des sciences et technologies remporte, parce qu'en 2023, ils ont déjà été primés aussi pour une autre approche de projet zéro. Et cette année, sur les 586 dossiers qui ont été proposés, ça représente 93 pays à travers le monde, il y a eu 82 lauréats finalistes sélectionnés, représentant 51 pays. Donc c'est pas mal. Et Taïwan est arrivé donc au bout. Il n'y a pas qu'un prix qui est donné, il y a plusieurs prix au total. D'accord. Mais Taïwan a quand même la chance d'avoir un deuxième prix en espérant que ça puisse servir le plus de monde possible. Enfin, non, en espérant qu'on n'ait pas besoin d'aller jusqu'aux évacuations et aux abris. Mais qu'en cas de force majeure, oui, ce soit applicable. De toute façon, il y a des typhons, il y a des séismes. On espère que ce ne soit pas quelque chose qui soit fait par des humains. Oui. Mais voilà. Voilà. Justement, ça c'est une bonne question. Est-ce que ça a été fait par les humains ou pas? Ça rejoint un petit peu mon sujet. Donc vous avez peut-être entendu parler justement sur RTI le 27 février dernier d'un incendie qui s'était déclaré la veille près de l'embouchure du fleuve Zhepun à Taidong dans le sud-est de Taïwan. Et donc des vents provenant de l'océan Pacifique ont accéléré la propagation des flammes, ce qui a rendu la tâche des pompiers particulièrement difficile. Et au total, cet incendie a ravagé au moins une 60aine d'hectares de terrain. Alors un terrain qui avait fait l'objet d'un projet de parc d'attractions, puis d'un projet de parc d'énergie solaire, qui avait ensuite été abandonné. Et dans l'article que nous avions écrit sur RTI, en nous basant sur une dépêche de presse, on avait précisé que dans l'attente de construction, ce terrain était devenu un lieu de décharge sauvage. Mais d'un autre côté, j'ai trouvé un article notamment de Liberty Times qui disait que selon des ONG de protection de l'environnement, c'était surtout une zone d'habitat pour les oiseaux sauvages et migrateurs. C'était laissé un petit peu comme terrain vague, en fait. Donc, effectivement, il y avait des gens qui jetaient des déchets et puis des oiseaux qui trouvaient aussi un abri. Là. De la pollution et de la biodiversité. L'un n'empêche pas l'autre. Alors, pourquoi je vous parle de cet incendie aujourd'hui ? Eh bien, c'est parce que j'ai vu circuler sur les réseaux sociaux un post selon lequel le gouvernement du comté de Taidong avait prévu à cet endroit, donc au bord de la zone humide de Zhepun, sur 200 hectares, entre autres, un projet de développement en coopération avec le secteur privé sur 50 ans, visant à créer un puits de carbone.
Alors l'objectif, c'était de séquestrer du carbone dans le cadre de la lutte contre le changement climatique et plus précisément de la mise en place du marché des crédits carbone. Donc, c'est-à-dire que si une entreprise taïwanaise émet trop de carbone par rapport aux quotas alloués par le gouvernement, elle peut compenser en achetant des crédits carbone à des organismes qui font de la séquestration carbone, notamment en plantant, par exemple, des arbres. Cette publication donc, sur les réseaux sociaux rappelle que dans le cadre de la certification internationale des crédits carbone, le critère essentiel, c'est de prouver que sans ce projet donc, à certifier, le puits de carbone n'aurait pas existé. D'accord. C'est-à-dire que normalement, on ne devrait pas pouvoir étiqueter une forêt déjà existante en crédit carbone. Oui. Mais les zones humides, c'est aussi des zones qui captent beaucoup de carbone à la base. Tout à fait, tout à fait. Donc il y a un hic quelque part. Mais en fait... On va tout brûler, ça sera tout sec et maintenant on pourra dire « je vais faire un puits de carbone ». En fait, effectivement, tu mets le doigt sur quelque chose de crucial, c'est-à-dire qu'il y a carbone et carbone. Tu as le carbone et tu as le carbone qu'on peut échanger sur les marchés. Oui. Voilà. Et c'est pas le même. Enfin, c'est pas forcément équivalent. En tout cas, incendie ou pas, c'est vrai qu'il n'y a pas de fumée sans feu là, dans ton dossier. Elle est pas mal celle-là. Alors, donc le post rappelle que les hautes herbes et les arbustes qui poussaient justement dans la zone humide, en fait, devaient logiquement être considérés comme un écosystème qui existe, qui existait déjà. Bon, maintenant, il n'existe plus malheureusement. Et donc, pour les promoteurs, la préservation du lieu tel quel ne pouvait a priori pas vraiment générer de crédit carbone, puisqu'ils étaient déjà là. Et donc, si un incendie transforme les terrains en terre brûlée, par exemple, et que des promoteurs procèdent à un reboisement, eh bien, chaque arbre peut être comptabilisé comme un puits de carbone à monétiser sur le marché, en fait. Et donc, dans le post sur les réseaux sociaux, il est précisé que l'écosystème des zones humides est composé d'un mélange de nombreuses espèces d'herbes et d'arbustes, ce qui rend les calculs de séquestration du carbone très difficiles à vérifier de toute façon sur ce genre d'écosystème. Or, planter sur une zone vierge après un incendie, évidemment, ce serait beaucoup plus avantageux. En plus, parce qu'on privilégierait des essences d'arbres à croissance rapide, donc qui peuvent apporter un produit financier que les entreprises peuvent valoriser en tant que crédit carbone. Oui. Alors, je pense que vous avez tous compris ce que laissait entendre ce post, c'est que cet incendie pourrait être un incendie volontaire déclenché par des personnes proches, en fait, des potentiels futurs partenaires privés de ce projet de séquestration carbone. Mais j'imagine qu'il y a une enquête en cours, non ? Tout à fait. Donc, c'est ce que j'allais dire. À ce stade, on ne sait pas trop si cette suspicion est fondée ou pas. Il y a une enquête en cours. Cependant, ce qu'on sait, c'est qu'en décembre dernier, il y a bien eu une réunion publique sur ce projet de séquestration carbone organisé par le gouvernement du comté de Taidong. Et d'ailleurs, selon un reportage de la télévision autochtone à l'époque, en décembre, à cette occasion, les ONG de protection de l'environnement avaient déploré l'absence d'inventaire complet des ressources de cette zone et des habitants du village de Katatipul, qui sont de l'ethnie Puyuma, qui est juste à côté, se sont montrés très prudents face à ce projet, notamment parce qu'ils ont fait remarquer qu'il reste très peu d'endroits à Taïwan en plaine qui ne sont pas encore exploités et que s'il y avait des essences plantées, ils auraient aimé savoir lesquelles, si c'était des essences locales, adaptées, etc. D'accord. Et à noter que le projet se situe sur leur territoire traditionnel, donc les promoteurs devraient normalement au préalable recueillir leur assentiment. Ouais. Alors, autre question posée par ce post sur les réseaux sociaux, c'est pourquoi y a-t-il eu plusieurs départs de feu en même temps et que, vue du ciel, la zone touchée par l'incendie était de forme rectangulaire. En fait, j'ai vérifié sur des vues du ciel dans plusieurs médias. Je dois dire que c'est effectivement troublant de voir un incendie exactement rectangulaire. J'avais jamais vu ça. Quoi. Comme c'est curieux, comme c'est étrange et quelle bizarre coïncidence. En tout cas, comme je connais quelques personnes dans le coin grâce à mes reportages, je les ai contactés et ils m'ont dit qu'ils se posaient aussi pas mal de questions, mais toutefois ils ne savent pas vraiment ce qui est arrivé. Ouais. Ils ont dit qu'il y avait aussi dans cette zone des ingrejuan, c'est des faux mimosas en français, c'est-à-dire c'est une essence d'arbre qui est facilement inflammable. D'accord. Et justement qu'il y avait certaines personnes de temps en temps qui faisaient éclater des pétards. Donc on ne sait jamais. En tout cas, l'enquête poursuit son cours.
Mais ce que j'ai trouvé intéressant, c'est plutôt les commentaires sous le post, dans lesquels on voit qu'en fait, beaucoup de gens ne sont pas étonnés si ça s'était passé comme ça. C'est-à-dire qu'il y a aussi des incendies suspects à Taïwan, par exemple, avant des projets de conservation culturelle. Notamment, j'avais fait un reportage dans l'ancien village de garnison à Yunlin, en zone rurale. Et les ONG qui souhaitaient préserver ce lieu pour sa valeur culturelle et historique avaient signalé que, en fait, il y a eu beaucoup d'incendies à ce moment-là, parce que si c'est préservé, ça représente finalement moins d'opportunités pour les promoteurs immobiliers. Oui. Donc, ça me rappelle, en France, il y avait eu toute une polémique il y a peut-être une trentaine d'années maintenant sur des promoteurs immobiliers qui louaient les services moyennant un petit billet à des clochards pour qu'ils mettent le feu malencontreusement dans une habitation pas abandonnée, mais parce que le propriétaire ne voulait pas céder sa vieille maison ou son terrain et qu'eux, ils n'arrivaient pas à faire le complexe qu'ils voulaient. Alors qu'une fois que tout partait en fumée, généralement, le propriétaire, il n'avait plus rien à faire que de céder son terrain et moins cher que ce qu'il aurait eu s'il avait accepté le premier coup, quoi. C'est ça avait triste. fait tout un scandale, surtout sur la côte, sur le littoral ouest, je crois. Il y en a aussi donc c'est triste, à mais Taipei, pas étonnant. Oui. mais c'est pas étonnant du tout. Je sais qu'au niveau du parc d'A'an, quand c'était encore habité, il y a eu des incendies avant que ce soit devenu un parc. Ouais. Ah oui, c'est vrai. Et puis le studio de danse de Tsai Joyue, qui était aussi une grande opposante au régime politique, avait été incendié 2 jours après qu'il soit déclaré patrimoine culturel. Enfin bref, autre discussion. Mais on sait qu'il y a des incendies, et là il y avait sur caméra quelqu'un qui était en uniforme passer avec 2 bidons d'essence alors qu'il y avait quelqu'un qui dormait dans cette maison. Je me rappelle encore de ton émission. Et d'ailleurs, ça m'a fait penser à un de mes décryptages qui s'appelait Zéro émission nette en attendant Godot. J'avais interviewé un chercheur d'une ONG taïwanaise au sujet justement de la compensation carbone. Oui. Et puis des émissions des joies de l'éco-construction sur le bambou, parce que le bambou a le vent en poupe puisqu'il absorberait plus de CO2 que les arbres. Mais du coup, une forêt de bambou, il n'y a pas une biodiversité aussi riche qu'une autre forêt, en fait. Donc, il y a énormément de polémiques là-dessus, sans compter que, je me souviens, lors du Congrès international du bambou à Taïwan récemment, une dame d'une ONG qui disait qu'il y a plus de 1000 espèces de bambou dans le monde. Or, leur capacité de stockage du carbone n'a été étudiée que pour une poignée d'entre elles. Et qu'en fait, au final, si des ONG ou des entreprises plantent d'autres essences de bambou pour séquestrer le carbone, c'est elles-mêmes qui évaluent combien de carbone est stocké. Donc, sans compter la question des liens avec les communautés locales, comment on vérifie ces projets, etc. Parfois, le diable se cache dans les détails. Voilà, donc je ne sais pas si un jour on pourra faire la lumière sur cet incendie, mais je me disais que les questions que ça soulève sont assez intéressantes. C'est sûr. Effectivement, ouais. Et on n'en parle pas. Oui, on n'en parle pas trop. Là, on en a parlé. Oui. Merci. Même si c'est sous une forme d'hypothèse, mais en tout cas, il y a des faisceaux d'indices qui font que c'est pas un sujet inconnu à Taïwan. Voilà. Oui, peut-être pas si anodin que ça. Merci beaucoup encore de votre écoute de cette émission On en parle à Taïwan, qui vous était présentée par Floriane, François-Xavier et Sasa. À la semaine prochaine. Bye bye. Au revoir.